toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 141e webinaire Second Souffle. On va commencer tout de suite, déjà par mettre un peu de lumière, c'est toujours déjà mieux, par faire un petit rappel des missions et des actions de Second Souffle. Alors... Donc, Second Souffle, notre première mission et notre mission principale, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE et micro-entreprises, qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec 13 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis, notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire. Donc, vous avez en bas à droite deux icônes, le chat pour discuter entre nous, et une icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette icône question pour éviter que vos questions ne se perdent dans le fil du chat. Vous voyez, si je regarde, là, il y a déjà eu je ne sais combien de bonjours et ça va aller très très vite. Et puis, si vous avez une difficulté technique, vous avez une aide à gauche. Sinon, vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Et puis, au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Réagir, c'est envoyer des petits emojis, des émoticônes. Là, je vous envoie des petits pouces et des petits cœurs. Voilà, donc on est parti aujourd'hui avec un nouvel intervenant. Regardez cette légèreté dans le geste sur cette image. On le voit, c'était l'été dernier, mon cher Patrick, je crois. Bonjour Patrick, ton micro est coupé. Voilà, et le micro est actif. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés et de nous rejoindre. Donc c'est toi en photo ou pas, Patrick, là? Je suis pas sûr. Non, c'est pas moi naturellement, mais je crois qu'on a quelques participants corses, d'après ce que j'ai compris. Oui. Il me semble que ça ressemble assez à certains paysages de cette belle île que je connais bien. Voilà. Donc, tu commences par te présenter? Oui, voilà, tout à fait. Enfin, très rapidement, parce qu'en fait, j'ai beaucoup me présenter pendant ce webinaire sur tous les travaux que j'ai développés et les analyses. En fait, je suis le président de Nota PME. J'ai fait toute ma carrière comme professeur à l'ESCP, stratégie, finance, entrepreneuriat. J'ai été l'un des premiers en 1977 à lancer les formations à l'entrepreneuriat en France et j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. Donc, j'ai vu toutes les bonnes idées, les moins bonnes idées, les erreurs commises à ne pas commettre, etc. Et j'ai une double formation, management et informatique. Et donc, j'ai toujours modélisé mes recherches, mes enseignements et mon conseil, en fait. Et enseignant, chercheur, entrepreneur, comme je l'ai expliqué, j'ai monté deux boîtes, une en 86 de développement de logiciels, de mesure de la performance des entreprises, et que j'ai fait migrer au début des années 2000 sur Internet. Et donc, c'est sur la base de ces outils que je vais pouvoir présenter cette réflexion sur la prévention des difficultés d'entreprise, bien sûr. Voilà. Très bien. Et donc, ton entreprise, donc créée en 86, qui existe toujours. Qui existe toujours, tout à fait. Ordiméga, je vais les présenter un petit peu au travers de nos outils. Et Nota PME, donc, qui est la version SaaS Internet des logiciels Windows d'Ordiméga. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, je pense qu'il va être temps de commencer. Tu peux partager ton écran. Je vais partager mon écran. Tu me confirmeras que tout ça est bien visible. Voilà, et je vais me mettre ici, masqué et plein écran. Voilà. Donc, il reste en l'air.
Voilà, très bien. Bon, donc on va amorcer cette réflexion sur les problématiques de prévention des difficultés, sur ces diverses thématiques, de les anticiper, les mesurer, surtout en comprendre les causes et activer donc les remèdes. Alors, pour planter le décor, cette statistique, j'ai repris une étude d'Altares sur l'historique des défauts d'entreprise, des défaillances sur 20 ans, qui donc montre que on est resté. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, il y a un fond bleu clair là On voit, on voit. voilà, qui évolue entre 2003 à peu près et 2019. On était donc dans des ordres de grandeur d'une fourchette ou d'un canal, 50 000, 65 000 dépôts de bilan. Arrive le Covid, et là, grâce à toutes les aides, le PGE notamment, un certain nombre d'entreprises arrivent à tenir en quelque sorte, les zombies, on pourra y revenir, et le nombre de dépôts de bilan tombe à 32 000, 28 000, 42 000 respectivement en 2019, en 2020, 2021 et 2022. Et maintenant, on est revenu en régime de croisière, entre guillemets, mais qui n'est pas en régime de croisière en fait. Pourquoi ? Parce que, alors, ce que je présente là, je l'ai décrit dans des articles et des posts sur LinkedIn, donc, mais je n'ai pas tout déployé. Simplement, on peut considérer que en 2023 sont en train ou viennent de sortir du champ d'activité les entreprises qui étaient fragiles en 2019, qui ont été tenus artificiellement, ce qu'on appelle souvent les zombies. Et les calculs que j'ai menés me permettent de considérer qu'en fait, il y en a un peu plus de 50 000 qui viennent de ce stock, en quelque sorte, de non-dépôt de bilan sur 2019, 20, 21, 22. Mais surtout, ce qui va se passer, ce qui est en train de commencer à se passer, puisqu'il y a une accélération, chacun le sait, du nombre de dépôts de bilan, j'ai regardé quelles sont les entreprises qui ont bénéficié d'un PGE et qui vont être dans l'incapacité d'aboutir, enfin de finaliser le remboursement sur 4 ans, du fait que, par exemple, un PGE à hauteur de 25% du chiffre d'affaires nécessite une capacité de remboursement, une CAF pour les techniciens d'entre vous, de 6,25%. C'est-à-dire que c'est un niveau de rentabilité assez rarement atteint pour les entreprises que je qualifierais les plus fragiles que l'on verra. Et cette courbe m'amène à considérer que vraisemblablement on va atteindre un pic sur fin 2024-2025 de 70 000 dépôts de bilan en année pleine. Voilà pour planter le décor, ces statistiques, mais malheureusement, c'est vraisemblablement ce qui va se passer. Alors, un autre, et je terminerai les statistiques à ce stade, nous travaillons depuis des années avec Diane, que vous connaissez sans doute, mais plus récemment depuis 4-5 ans avec Infogreffe, notre partenaire, qui nous permet d'accéder à 1,5 million de bilans, y compris d'ailleurs les confidentiels, puisque nous sommes agréés à les traiter, ce qui me permet de travailler sur des statistiques, d'où il ressort que, en fait, la moitié des entreprises en France, et c'est constant dans le temps, hein, à peu près, même s'il va y avoir une petite dégradation, comme je l'évoquais il y a un instant, la moitié des entreprises en France sont performantes, au-delà de 6 sur 10 dans notre notation, 30% sont fragiles et 20% en réelle difficulté. Pour celle-là, les 20%, on va en voir, c'est trop tard en fait. Et donc on est devant un double enjeu, un enjeu de prévention,
Et bien sûr, pour les entreprises performantes, d'accompagnement du développement. Et alors, ce qui est intéressant, je sais qu'il y a un certain nombre de participants qui sont des experts comptables, qui sont aussi pour nous des interlocuteurs fréquents. Nous avons, on retrouve dans les cabinets d'expertise comptable, sans trop d'étonnement, les mêmes à peu près les mêmes proportions de verte, d'orange et de rouge, ceci étant visible dans un logiciel qu'on a développé pour les experts comptables qui s'appelle Alerte Mission et qui permet, bon, si on en a le temps, on fera un tout petit détour par ce canal-là, et on traite non pas les bilans publiés, mais les bilans générés au sein du cabinet pour préparer, bien sûr, les clôtures et les déclarations fiscales. Alors, on a parlé très vite de préface, et les logiciels préface d'Ordiméga à partir de 86. En 2010, j'ai lancé Nota PME et enfin Alerte Mission. Ce sont les mêmes algorithmes qui alimentent ces trois composantes en fait qui sont très très complémentaires et qui s'appuient sur les mêmes concepts que l'on va découvrir. On est labellisé par le pôle de compétitivité finance innovation. On a reçu un prix Eureka des meilleurs logiciels de la part des experts comptables. Partenariat Infogreffe que je viens d'évoquer rapidement. On a aussi un récent partenariat avec Francis Lefebvre et on est partenaire de Diane depuis 25 ans et d'autres acteurs plutôt start-up tels que Cap Financials qui commencent à bien être connus, Infonet, etc. Voilà. Là, c'est la homepage d'Infogreffe. Quand on introduit un sirène ou un nom d'entreprise, on peut générer à partir de cette page, donc 4 niveaux de rapport diagnostic qui vont d'une page à 80 pages, qui sont payants, mais à un prix assez accessible, entre 10 et 90 euros. Je vous montrerai un de ces types de rapports, puisque voilà. Et ces rapports, on peut les examiner également sur le site Nota PME. Il y a un certain nombre d'exemples sur des types d'activités différenciées, etc. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le sujet. La philosophie de ce que je développe depuis plusieurs décennies maintenant, d'abord s'appuie sur ce que j'appelle l'intelligence augmentée. Alors, c'est pas du racolage. Je me suis formé à l'intelligence artificielle au début des années 80. Et donc, j'ai lancé Préface déjà avec un système expert et qui a évolué et qui maintenant anime en fait l'ensemble de nos développements. Et le long travail de recherche que j'ai mené a permis de construire cette intelligence au sens large et augmenté du terme sur la base de 5 piliers. Être prédictif, et on a démontré dans une étude qui est parue dans la revue Banque il y a 1 an à peu près, que la prédictibilité de notre notation atteint 92%, ce qui est un bon score, évidemment. Et deuxième pilier, si on prédit correctement, ça permet d'être préventif. Et ça rejoint bien sûr le thème de notre webinaire. Mais prévenir et afficher une problématique, c'est bien. Encore faut-il apporter une réponse. Et donc, on a développé énormément, et la dimension pédagogique est importante bien sûr derrière, des incitations prescriptives de manière personnalisée et participative. Voilà toute la philosophie de ce que nous développons. L'idée de fond étant de faire en sorte que le chef d'entreprise devienne donc acteur de la notation, qui s'intéresse déjà à sa notation, qui est un KPI essentiel, qui est fortement négligé malheureusement, et mais qui peut coûter très cher naturellement. Alors voilà, un bon chef d'entreprise devrait pouvoir répondre à ces 10 questions
Et vraisemblablement, s'il y répond de manière lucide et efficace, il ne rencontrera pas de difficultés. Alors, première question, quelle est ma note? Donc, c'est évident de suivre ceci. Ça peut être la cotation de la Banque de France, ça peut être celle des assureurs crédits, des banques, bien sûr, ou celle de Nota PME. Comment évolue-t-elle? Quelles conséquences sur mes financements? Comment la piloter, l'améliorer et la défendre? En termes de réactivité, est-ce que ce n'est pas trop tard pour réagir? Incidemment, et c'est quand même très lié, quelle est la valeur de ma boutique? J'ai écrit un article il y a quelques années, notation, évaluation, même combat. Ce sont deux métriques distinctes d'une même réalité économique. Si j'améliore la note, j'améliore la valeur de l'entreprise et réciproquement. Optimisation, comment maximiser cette valeur? Benchmark, comment se situe mon entreprise dans mon secteur? Quelles menaces, quelles performances de mes concurrents et donc quels risques et quelles menaces représentent-ils, ainsi que en amont et en aval mes clients et partenaires, et quelles opportunités, notamment de croissance externe ou de partenariat, de build-up, etc. Il y a tout un tas d'axes. Si un chef d'entreprise se pose de manière régulière et systématique ces questions, il y répondra sans doute ou il se fera accompagner pour y répondre et ça va l'aider à développer correctement son activité et assurer sa pérennité. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Alors, je voudrais présenter ici cette dualité de pilotage qui sont complémentaires. Et je prends comme analogie le rallye automobile. Hein. D'une part, il y a le tableau de bord ou les tableaux de bord d'une manière générale. Alors, soit la première colonne en course, donc pour la voiture, et dans la deuxième colonne, dans l'entreprise. Et en fait, ce premier support de pilotage, en quelque sorte, permet d'optimiser, en quelque sorte, le déroulement d'une étape. Typiquement, une étape intraday pour la course, typiquement l'année ou le trimestre ou le semestre dans l'entreprise. Donc, et là, on est sur des tableaux de bord, on est sur en fait le concept de contrôle de gestion, de pilotage court terme en quelque sorte. Mais si on n'est pas en capacité de faire front à l'ensemble des contraintes de cette course, on a très peu de chances de pouvoir réussir en quelque sorte à atteindre à l'intérieur de l'étape déjà la fin de la journée et a fortiori l'ensemble de la course. Et à cela, j'oppose ce que j'appelle le bilan d'étape avec une réflexion stratégique. Au bivouac, en quelque sorte, se poser la question, et on peut faire l'extrapolation vers l'entreprise, quelles sont les prochaines étapes, l'état du pilote, du matériel, les classements de la concurrence, les règles, l'évolution de l'environnement réglementaire, les pénalités, etc., l'équipe d'assistance, etc. Donc, on peut faire l'extrapolation avec des concepts beaucoup plus, bien sûr, business, rentabilité, besoin en fonds de roulement, cash flow, etc., sur lesquels on va revenir. Et moi, je considère que le pilotage, en quelque sorte, annuel, est sous-exploité et on s'appuie trop sur le pilotage court terme. Et en fait, l'idée, c'est que
le point, ça masque la forêt en quelque sorte. Hein, et donc, on va voir comment le bilan est extrêmement précieux pour orienter les choses. Alors, quelques vérités. D'abord, et c'était dans l'annonce du webinaire, un problème bien posé est à moitié résolu à condition de s'y coller, bien sûr, et ne pas se tromper d'adversaire, c'est-à-dire une notion de hiérarchie sur laquelle je vais revenir. Troisième vérité, donc cette dualité, constater les faits, c'est bien, donc c'est le pilotage court terme. Par exemple, plus particulièrement, la trésorerie, donc le suivi de la trésorerie, les tableaux très, très classiques, hein. Et puis constater les bénéfices ou les pertes. Bon, c'est un résultat, c'est une bottom line, comme on dit, mais il faut comprendre les causes, c'est mieux. Et ça va pouvoir se faire grâce à une analyse structurelle du business model. Et on va y revenir et illustrer de manière abondante. Quatrième vérité, et ça je crois que c'est pas toujours très bien compris et partagé, c'est que la croissance du chiffre d'affaires ne signifie pas nécessairement amélioration. Inversement, une décroissance ou une contraction d'activité ne signifie pas forcément affaiblissement. Et donc la course à la croissance est en fait dangereuse. Et il faut ajuster les capacités de l'entreprise avec une croissance soutenable en fait. Hein. Et enfin, il y en aurait bien d'autres, hein, des vérités, mais je vais me concentrer plutôt sur celle-ci. Hiérarchiser les enjeux, les repérer, les constater ou les mesurer. En percevoir les conséquences et bien sûr imaginer les remèdes qui vont permettre de faire face à ces enjeux. Et là, donc, je vais basculer en fait dans des cas concrets sur donc le système que nous développons depuis encore une fois des décennies. Voilà. Et là, je suis donc en fait dans une partie des logiciels préface qui s'appelle l'Observatoire du benchmarking sectoriel. Et en fait, c'est mon laboratoire de recherche que j'ai construit au fil de très nombreuses années et donc décennies en fait, hein, qui me permet, on va pouvoir communiquer un petit peu, en tout cas je vais vous expliquer, d'analyser en fait chaque entreprise très rapidement sur la base de ce que vous avez à l'écran, qui est ce que nous appelons le bilan géométrique, par opposition au bilan arithmétique. Le bilan arithmétique, c'est ce qu'on a tous l'habitude de manipuler quand on reçoit 2 pages de bilan, 2 pages de compte de résultats, les annexes, les tableaux de ratio, de rotation, etc., etc. Pour entrer dans un tel ensemble et en sortir du sens, il faut un temps certain. Hein. Ça se compte en plusieurs dizaines de minutes si on veut vraiment faire une analyse correcte. Et en fait, je me suis inspiré de Confucius qui nous dit une image vaut 1000 mots. Moi, je dis une image vaut 1000 chiffres. Et voici l'image pour un exemple, mais on va en voir d'autres, bien évidemment, qui, de manière interactive, présente dans la partie gauche l'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, en jaune les charges, en rose les marges. Hein, donc chiffre d'affaires moins les achats, ça donne la valeur, la marge sur achat, moins les services externes, la valeur ajoutée, moins les charges internes, le BE, et tiens, on voit là que le BE est négatif déjà. Moins les dotations aux amortissements, on a le résultat d'exploitation, le REX, hein, et ensuite, on atterrit à un résultat net de moins 11% dans le cas présent, ce qui n'est pas très brillant, évidemment, et qui ne laisse, qui est d'assez mauvais augure pour la suite des opérations. Et puis, à droite, nous avons le bilan, avec au passif et en jaune le haut de bilan, long terme,
avec au passif ici des dettes à long moyen terme, et à l'actif les IMO incorporels, corporels, peut-être un petit peu d'immobilisation financière là, mais il n'y en a presque pas. Ici, dans le cas présent, également des fonds propres négatifs. Donc, ce qui nous donne tout de suite une image de la problématique de cette entreprise. Et en bas de bilan, on a ici les stocks en rose, les créances clients, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, et tout le monde aura reconnu ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'exploitation, sachant qu'on distingue aussi un besoin en fonds de roulement hors exploitation, qui se trouve un petit peu significatif ici. Voilà. Et puis la trésorerie nette, en bleu, là, qui n'est pas en bas de bilan comme d'habitude, mais plutôt dans l'emboîtement fonds de roulement moins BFR. Je ne veux pas rentrer trop dans tous les détails, mais cette représentation graphique permet, et on va le voir avec d'autres entreprises, vous voyez, je suis en train de passer là dans le petit nuage qui est en haut, d'une entreprise à l'autre, et ça va permettre de très très vite comprendre la problématique de l'entreprise, son business model, ses inefficacités en quelque sorte. Voilà. Et vous avez à droite également ce qu'on appelle le UCA de la santé économique de l'entreprise. La note pour cette entreprise de 1,90 sur 10, vous comprenez qu'elle puisse être très mauvaise compte tenu des pertes, compte tenu des fonds propres négatifs, compte tenu d'un endettement qu'on ne peut pas rembourser, etc. On voit bien que cette note est très basse et elle résulte en fait de la confrontation de trois piliers, la rentabilité, la solvabilité et la robustesse. Voilà, donc là, pratiquement tout est très mauvais, mais encore une fois, d'une entreprise à l'autre, on va avoir des combinaisons différentes et qui vont permettre de focaliser sur, ce que j'appelais tout à l'heure, les priorités. Alors dans le cas présent, il y a une priorité majeure, on va creuser un certain nombre de choses là, c'est bien évidemment qu'on a un excédent brut d'exploitation qui est négatif. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée est inférieure aux charges internes de personnel. Hein, je simplifie outre mesure. Je ne veux pas rentrer dans toutes les finesses de ces définitions de solde intermédiaire de gestion, mais je pense que la démonstration est suffisamment claire. Et ça, c'est la première. Donc, dans la hiérarchie, il faut rehausser la valeur ajoutée et l'ajuster aux charges internes qui sont là. Alors, rehausser, ça veut dire sans doute, on a beaucoup d'achats et beaucoup de services externes. Donc, la fonction achat de cette entreprise est majeure. Alors, oui, j'ai oublié de dire, vous le voyez à droite, vous l'avez sans doute repéré, c'est une entreprise Avenir Pare-Brise, donc qui sans doute installe et répare des pare-brises automobiles. Donc, il y a beaucoup d'achats. Il y a pas mal de sous-traitance, des services externes, d'accord. Donc, la fonction achat est majeure. Et bien sûr aussi le niveau de chiffre d'affaires. Alors, c'est moins le niveau de chiffre d'affaires dans le cas présent que le pricing power, comme on dit, parce que en fait, les 2/3 des charges pratiquement, ou même presque un peu plus, 70%, c'est ça, sont des charges variables. Et donc, elles vont se contracter en même temps que l'activité ou se développer en même temps que l'activité, toutes choses égales par ailleurs. Mais bien évidemment, si on injecte là les dérives en termes d'approvisionnement, de coûts, etc., et qu'on a connu notamment en sortie de Covid, on voit bien la hiérarchisation, ce sur quoi on n'a pas le droit de se tromper et sur quoi agir. Sur le bilan, si on a ces fonds propres négatifs, c'est qu'il y a eu des pertes antérieures, comme on va les voir dans un instant, et on a une dette considérable ici de 759 000 euros que le résultat ne permet pas de rembourser. Donc, il y a une restructuration nécessaire. Vous voyez, en très peu de temps, on peut repérer l'essentiel de ce que l'on peut analyser et donc potentiellement préconiser comme on l'entreapercevra tout à l'heure. Alors, en fait, ce qui est intéressant, déjà, ça prend du temps d'analyser ça sur les bilans arithmétiques sur une année, la dernière année, mais si en plus
je peux regarder l'évolution depuis, en l'occurrence, depuis 2016 pour cette entreprise, dont la note était de 3,20, 3,24. Là, ça allait beaucoup mieux. En 2018, 6,56. C'est retombé à 4,18, 4,86, 2,02, 1,90. En dépit du fait qu'on est en croissance d'activité. Puisque les produits d'exploitation, le chiffre d'affaires, ça croît de manière régulière. Pour autant, cette entreprise, pratiquement dans son histoire, n'a jamais été rentable, sauf exceptionnellement ici en 2018. Et les 2 dernières années, bien sûr, effet Covid, etc., sa situation s'est fortement dégradée. On voit le triangle qui était vert avec une très bonne rentabilité, ici, donc, normalement, je devrais pouvoir stabiliser. Donc, rentabilité, solvabilité et robustesse étaient à peu près satisfaisantes, en tout cas n'étaient pas rouges. En revanche, là, évidemment, la dernière année est extrêmement défavorable. Et on avait ici du cash en 2020. Tiens, c'est bizarre parce que la dette qui était de 567 000 € en 2019 a gonflé à 820 000 € et elle s'est accrue grâce sans doute à un PGE. Donc, problématique du remboursement de ce PGE, on pourra en parler rapidement, même si c'est un sujet que je traite très souvent sur LinkedIn, notamment en essayant de militer pour un allongement un allongement du délai de règlement, donc plutôt sur 8 ans que sur 4 ans, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Patrick ? Oui. J'ai une question de Thierry. Oui. Te dit quel est l'avantage d'attendre les bilans annuels alors que les éléments financiers et informations de gestion sont disponibles en permanence? Alors, c'est l'opposition que j'évoquais tout à l'heure dans l'analogie du rallye, naturellement. Les informations que l'on a en permanence ne font que nous dire que on a un problème d'insuffisance de trésorerie. Typiquement. Bon, alors pourquoi? Parce que on sait que le délai de règlement client ou la masse du poste client de 800 000 € par rapport à un chiffre d'affaires de 4 millions, on est à quelque chose comme 4 mois ou 3 mois et demi de délai de règlement moyen, naturellement. C'est pas trop un problème pour cette entreprise. Dans la mesure où elle maintient cet ordre de grandeur puisqu'il y a une proportionnalisation qui se fait ici. Donc, le tableau de bord sur le délai de règlement client, qui est un des points auxquels, à juste titre, les entreprises sont attentifs avec l'aide de leur expert comptable ou de leur conseil, etc. Ce tableau de bord va permettre d'optimiser, de sentir les creux, les bosses, etc. Mais les jeux sont faits dans l'architecture du business model. Et le point majeur, c'est de travailler sur cette architecture, de faire en sorte que, et on va voir sur d'autres exemples, que cette entreprise, notamment, soit capable de dégager de la rentabilité, chose qu'elle n'a pratiquement jamais dégagée. Donc, il y a certainement des démarches marketing, des démarches de fonction d'achat, de choix des fournisseurs, de négo, etc., pour reconstituer cette rentabilité et suivre déjà, assez rarement, on voit des systèmes de pilotage qui analysent la rentabilité projet par projet ou ligne de produit par ligne de produit, etc. Je ne vais pas avoir le temps de traiter tous ces aspects-là, mais je parlais de hiérarchie des enjeux. Là, très clairement, c'est la capacité à générer de la rentabilité et à éviter bien sûr des pertes. Et ce n'est pas la course-poursuite à la croissance qui, comme le montre ce graphique, qui résout le problème.
Voilà. Donc c'est un grand débat effectivement du court terme versus le structurel. Moi je suis contre le bilan bashing en quelque sorte qui nous dit c'est un rétroviseur, c'est dépassé, etc. Ben, c'est peut-être dépassé, mais regardez les bilans passés, c'est très riche d'enseignements. Voilà. Alors, on va pouvoir regarder d'autres cas. Là, j'ai réuni une dizaine d'entreprises pour illustrer les choses. J'ai accès à 1,5 million d'entreprises, donc ça permet de voir des cas multiples. Voilà. Dans ce cas-là, bon, c'est une entreprise. Alors, je vais peut-être pas prendre celle-ci de conseil. Voilà. Là, on a une entreprise d'entretien, réparation. Non, je suis toujours sur la même. Pardon. Transport routier, par exemple. Hein. Eh bien, pour cette entreprise, là aussi, je les ai toutes choisies en croissance pour vous démontrer que c'est pas véritablement, ça devrait pas être l'objectif principal d'une entreprise que de vouloir croître à tout craint. Et on voit donc pour cette société, si on exclut un accident très certainement en 2017 en plus, on a une croissance. Mais l'enjeu majeur pour cette société, d'une part, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité comme pour la précédente, mais l'essentiel de cette entreprise, c'est l'externalisation, service externe, on voit. Et donc, là aussi, on a une problématique de négociation avec les sous-traitants. Et donc, il importe de se focaliser là-dessus et d'être créatif pour éviter une rentabilité nulle et a fortiori une dégradation de la rentabilité au point d'avoir des notes qui tournent aussi bas. Et du point de vue du bilan, bah, c'est une entreprise qui effectivement avait du cash, donc c'est le bleu foncé qui est ici. Le cash s'est renforcé, pourquoi? Parce que en 2019, on avait une dette de 70 000 euros. Bon, c'est une petite entreprise. Hein. Cette dette de 70 000 euros grimpe à 100 000 euros ici, et donc peu ou prou, la trésorerie gonfle d'autant. Hein, c'est l'effet PGE en 2020. Mais en 2021, déjà, la trésorerie commence à disparaître. Et en 2022, les pertes que l'on a enregistrées ici, donc de 127 000 euros, se traduisent par la disparition des fonds propres. Hein. Les fonds propres étaient très légers ici à 600 000 euros, à 60 000 euros, pardon. Et on se retrouve en 2022 avec des fonds propres négatifs de 135 000 euros. Donc là, très clairement, alors même que la masse salariale reste stable dans le temps, donc on ne peut pas incriminer la productivité, puisqu'on avec une masse salariale constante à peu près, on a une croissance d'activité, ce qui est assez favorable, mais le grand problème, il est effectivement, d'une part, sur la négo avec les sous-traitants, et puis peut-être un problème de pricing, donc de positionnement marketing, de service, etc. Je peux vous montrer d'autres cas de figure qui, par exemple, pour celle-ci, on va pas s'intéresser, enfin, on va pas focaliser l'attention, mais vous voyez, c'est toujours des entreprises qui n'ont pas de rentabilité, qui font des pertes à l'occasion. Et cette entreprise a une problématique, c'est une boîte d'installation électrique dans tous locaux, hein, c'est son code NAF. Le problème de cette entreprise primordial, c'est le poids du poste client, des créances de 800 000 euros, qui représente 68% des actifs. C'est cette masse rose qui est ici. Et déjà, intrinsèquement, elle est lourde à porter pour l'entreprise. Mais en outre, si on rapproche ces 800 000 euros d'un chiffre d'affaires de 2,6 millions, on n'est pas loin de 4 mois, 5 mois, c'était le cas sans doute ici. Alors on peut avoir accès à tous les ratios, etc., mais on les visualise en quelque sorte, une image vaut 1000 mots.
vaut 1000 chiffres. Et donc, on est à peu près pas loin de 5 à 6 mois de délai de règlement client. Donc, cette entreprise, dans sa capacité à gérer le poste client, va pouvoir sans doute aura la capacité de dégager des ressources pour optimiser son fonctionnement et générer une rentabilité qui lui fait très, très largement défaut. Voilà la logique que je préconise d'identifier très vite et de hiérarchiser les problématiques. Là, par exemple, je suis sur une société de commerce de gros alimentaire. On voit une entreprise toujours qui n'a pas de rentabilité, dont la charge dominante, ce sont les achats, 82%, donc c'est du retail, hein, très, très, très clairement, avec classiquement une rentabilité extrêmement faible. Et ici, on a, bon, bizarrement d'ailleurs, puisque c'est de l'alimentaire non spécialisé, mais c'est du commerce de gros. Donc, il y a un poids considérable des créances clients. Et là, donc, le positionnement et la capacité de négo avec les fournisseurs est absolument essentiel. C'est la fonction achat qui domine. C'est pas par hasard que la grande distribution s'appuie essentiellement au plan du business model sur les centrales d'achat. Hein, c'est pour être fort par rapport aux fournisseurs et les négos qui se terminent en ce moment illustrent assez bien ce propos. Voilà. Alors, je voudrais revenir vers le diaporama pour prendre un exemple aussi d'actualité tout récent, tout frais, malheureusement, qui est celui de la société Habitat, que tout un chacun doit connaître, j'imagine. J'ai récupéré les comptes depuis 2011. Puisque, bon, en interrogeant Internet, je me suis souvenu que cette société avait été rachetée en 2011 par Facom, CAFOM, pardon. Donc, j'ai eu la curiosité d'aller voir et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis 2011, en quelque sorte. À gauche, vous observez cette masse rouge de capitaux propres négatifs considérables, avec une dette en face, le strié vertical jaune, considérable. Là, on n'est pas en interactif avec les bulles parce que c'est une capture d'écran que j'ai un petit peu bricolée pour montrer que d'abord, le point de départ était pas brillant, c'est-à-dire Facom n'a pas racheté une très bonne affaire en fait, a été obligée de recapitaliser puisque en fait, elle a consolidé la dette en fonds propres. Hein, cette dette est pratiquement, si ce n'est disparue, considérablement diminuée. Et en regard de quoi, elle a transformé ça en absorption des pertes antérieures. Et au fil des années, on voit la partie rose des stocks et des créances clients qui s'accroissent considérablement, notamment la créance client. Le chiffre d'affaires se développe à peine, mais là aussi, l'entreprise a beaucoup de mal à sortir du résultat. Là, on est en négatif jusqu'en 2015. Alors, en 2015, y a un décrochement total. Vous voyez, on est à peu près à 80 millions de chiffre d'affaires jusqu'en 2014. Et en 2015, non, pardon, on est à 135, 140 millions de 2011 à 2014. Et là, on décroche. Et l'entreprise, donc, reste à l'étiage d'environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais continue, année après année, de perdre de l'argent. Et perdant cet argent, la masse rouge de capitaux propres négatifs s'amplifie jusqu'à atteindre des niveaux assez insupportables qui expliquent que l'entreprise a été liquidée à Bobigny le 28 décembre 2023. Donc, on voit bien dans ces bilans, et ça répond dans une certaine mesure à la question de Thierry tout à l'heure, on voit bien que la perception
des grandes masses, en quelque sorte, que permet de voir le bilan, mais à condition de les voir de manière comme ça, synthétique, en quelque sorte, et architecturale, structurelle, on voit bien que on sait sur quoi travailler. Alors, et notamment, alors, un point qui est flagrant chez Habitat, c'est que l'on voit cette masse rose à partir de 2015, mais c'était vrai aussi précédemment, qui est le crédit fournisseur. Crédit fournisseur qui représente pratiquement 90% des ressources, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas payer les fournisseurs, à comparer avec, en bleu clair, ici, le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le crédit fournisseur représentait en 2015 à peu près la moitié du chiffre d'affaires, et les choses s'amplifient année après année, au point, les années 2018-2019, que le crédit fournisseur représentait pas loin d'une année de chiffre d'affaires, sachant que les 2 tiers des charges sont des achats et des charges externes. Et donc, en fait, l'entreprise ne payait pas ses fournisseurs et se faisait financer en fait par les fournisseurs. Donc, quand on observe ça, un problème bien posé est à moitié résolu. On voit bien, ce sur quoi il faut travailler pour prévenir l'ultime épisode et restructurer, se donner les moyens de ses ambitions, etc. Un peu comme au bivouac, en quelque sorte, lors du rallye automobile. Un autre exemple, et là je dis fatalité ou pas, c'est-à-dire que on peut se poser la question des conséquences de l'appartenance à un secteur d'activité. Je prends ici l'exemple du secteur de l'habillement, qui souffre énormément, naturellement. Et donc, je suis allé voir quelles sont les entreprises qui ont disparu. Enfin, la presse nous a largement informés sur le sujet. Camaïeu, Pimki, Naf, André, San Marina, Gap, etc., qui sont des sociétés qui ont déposé leur bilan. Et on a l'impression que quand on appartient à ce secteur, eh bien, c'est sans issue, en fait. Hein, on va plonger. En fait, je suis allé voir aussi ces 4 sociétés, hein, Kiabi, Jacadi, Promode et Gémeaux. Et alors, j'ai pas pu récupérer complètement pour diverses raisons tous les comptes, bien que j'y ai accès. Mais 2 d'entre elles, Kiabi et Gémeaux, ont une performance verte en quelque sorte hein, dans la typologie qu'on a définie. Et donc, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais secteurs en quelque sorte. Il y a des bonnes ou des mauvaises stratégies dans des secteurs qui souffrent plus ou moins. Donc, il y a des stratégies d'évitement, de montée en gamme, etc. Bon, on ne peut pas développer complètement toutes ces stratégies, mais je pense que vous comprenez bien que si Kiabi et Gémeaux s'en sortent bien, c'est qu'ils ont les bonnes stratégies. Autant s'en inspirer, en quelque sorte, mais surtout en amont, bloquer les dérives, en quelque sorte, qui sont à l'origine des difficultés et de la fin fatale. Voilà. Alors, je voudrais compléter et je vois que l'heure passe bien sûr comme toujours, avec un détour. Je sais qu'il y a un certain nombre de participants qui sont experts comptables. Je voulais simplement montrer Alerte Mission que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Alerte Mission, c'est un logiciel qui en fait est dérivé de l'observatoire du benchmarking sectoriel que j'évoquais tout à l'heure, mais autant l'observatoire s'alimente des données publiées, confidentielles ou pas, ou déposées, donc externes en fait. Là, le système Alerte Mission s'alimente des bilans des clients du cabinet sur la base des fichiers EDI TDFC que l'on repère, que l'on traite et que l'on note, et on retrouve exactement la même logique
qui est là. Et puis le dernier point, c'est que on démontre et on préconise, je le disais, à divers endroits de notre système, nous générons des rapports diagnostiques en automatique. En fait, c'est du chat GPT avant l'heure. Par exemple, ce document qu'on appelle marge de manœuvre, résilience, rebond. Je l'ai généré pour la société Avenir Pare-Brise qu'on a traité tout à l'heure. Et le système va préconiser un plan d'action, en fait, en s'alimentant véritablement de la situation de l'entreprise. Donc du constat, de la note. On reprend la représentation graphique de la note et du triangle Yucca, en quelque sorte, hein, en l'expliquant. Ensuite, on alerte sur le risque de cessation de paiement et de l'importance de l'anticiper et de la prévenir. Voilà, je n'ai pas préparé spécifiquement pour ce webinaire, mais c'est généré automatiquement avec l'orientation notamment vers Infogreffe, etc. Les notations externes, et nous avons un système de simulation et d'estimation de ce que la note de l'entreprise peut mériter dans la cotation Banque de France. En l'occurrence, c'est une cotation 7, donc qui est très très mauvaise naturellement, en deçà du refinancement par la Banque de France auprès de l'Eurosystème, etc. Bon, on alerte aussi sur les banques et les assureurs crédits auxquels on pense assez peu pour les assureurs crédits, et ça peut être très important. Et ensuite, eh bien, un plan d'action pour résister et rebondir, 6 catégories d'actions à envisager. Et donc, ce sont des logiques de monétisation du capital immobilisé, avec de l'externalisation, du leaseback, etc. Alléger les financements d'exploitation, hein, soit sur le poste client, soit sur le stock, etc., des nantissements. Bon, c'est toutes les règles que l'on va appliquer lorsqu'on a les compétences pour pouvoir accompagner en quelque sorte et redresser la situation, avec à la fin un tableau Excel qui recense en quelque sorte toutes les actions à engager. Voilà. Donc ça c'est généré automatiquement à côté de bien d'autres rapports automatiques. On a ici et on les retrouve aussi bien sur Infogreffe, dans Préface ou dans Alerte Mission, les divers niveaux de rapports diagnostiques qui expliquent plus ou moins en profondeur les actions véritablement à entreprendre. Voilà. Et je crois que j'en ai à peu près terminé là. Donc, on peut peut-être passer à l'exercice de questions-réponses, si vous le voulez bien. Bien, merci, mon cher Patrick. C'était technique, hein. Oui. Mais passionnant. Non, je laisse ton partage d'écran ouvert, on ne sait jamais. Oui, alors peut-être notamment, alors d'une part, avant d'abandonner l'écran, sur LinkedIn, vous pourrez accéder à un certain nombre d'articles que j'ai rédigés. Alors soit des articles dans des revues, la revue Banque, la revue de la DFCG, de la CCEF dont je suis membre, etc., dans les Échos aussi, soit des posts que j'ai rédigés, des coups de gueule, etc. Donc vous pourrez vous alimenter d'un certain nombre d'idées en quelque sorte. Et puis je voulais aussi vous dire, si vous êtes nombreux, donc tout le monde ne pourra pas poser de questions, bien évidemment, flashez ce QR code et vous accéderez à mon calendrier. Et n'hésitez pas à prendre un créneau et à me poser en direct les questions, parce que chacune et chacun a sans doute des problématiques différentes à traiter. Voilà. Tiens, tu peux remets-toi sur là, voilà. Reste comme ça, on va le laisser quelques instants. D'accord.
Et puis, une question de Douglas. L'année dernière, les entreprises ayant eu recours au PGE pouvaient, sous certaines conditions, étaler le remboursement du prêt sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Cela est-il vraiment de nature à éviter les défaillances d'entreprises ou est-ce un moyen de différer ces défaillances? Alors, dans le principe, c'est un moyen possible, à condition de le négocier, de différer ou d'éviter en fait la défaillance. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, il faut avoir un niveau de rentabilité élevé pour rembourser en 4 ans. Bon, j'évoquais un taux de l'ordre de 6%. Si on passe à 8 ou 10 ans, bah, ça permet de dérouler en quelque sorte le programme de remboursement plutôt sur la base d'une rentabilité de 3 ou 3,5 ou 4%, ce qui est déjà assez significatif, mais beaucoup plus fréquemment observé sur les entreprises. Mais effectivement, le dispositif d'allongement en quelque sorte et de réorganisation du plan de remboursement que proposent les pouvoirs publics, qui passe par la médiation du crédit pour les PGE de moins de 50 000 euros. Cette renégociation, en quelque sorte, présente un inconvénient majeur, c'est que si l'on passe par ce canal, la cotation de la Banque de France, des banques et des assureurs crédits va s'en trouver très fortement dégradée et et donc, en fait, l'entreprise va perdre de ses marges de manœuvre et d'accès notamment à des financements ultérieurs tant que elle n'aura pas remboursé ou assumé son plan de remboursement. À telle enseigne d'ailleurs que j'évoquais quelque chose comme 50 à 100 000 entreprises qui ne pourront pas, donc c'est le marché potentiel de ce dispositif, qui ne pourront pas aller jusqu'au bout de leur programme de remboursement sur 4 ans. Depuis que ce dispositif de passage par la médiation du crédit existe, ça fait 1 an et demi et ça vient d'être prolongé d'ailleurs tout récemment, seules, je crois, moins de 1000 entreprises parmi les 100 000 ont eu recours à ce dispositif. C'est extrêmement pénalisant. Et donc, c'est un petit peu la mauvaise idée, en quelque sorte, que d'avoir recours à un tel dispositif. D'ailleurs, je me suis très largement indigné de cette corrélation ou de cette conséquence mécanique, en quelque sorte, de dégradation de la note s'il y a renégociation du délai de règlement. Bien. Puis ça en même temps, t'as répondu à la question d'Éric, c'est très bien. Bon. Est-ce que tout le monde a pris bonne note ou capturé, a fait une capture d'écran des coordonnées de Patrick? Je vais le fermer. Si vous avez encore besoin, on demandera à Patrick qu'il réaffiche. Voilà. Ok. Alors, une question de Olivier. Ah oui, alors ça, il y a eu beaucoup de messages sur le chat, beaucoup se demandaient, mais d'où tu sors toutes ces données? Et ça vient d'Infogreffe, ça vient de Diane, ça vient d'où? Voilà, alors il faut savoir qu'il y a 1,5 million de sociétés au sens capitalistique du terme. Je mets de côté les entrepreneurs individuels. Et donc, ces sociétés déposent leur bilan auprès des greffes des tribunaux de commerce, comme vous le savez. Quand ça marche bien avec le guichet unique, etc., on n'entrera pas dans ce débat-là, même s'il est très prégnant depuis 1 an et demi que c'est passé à l'INPI. Et ces bilans, donc, sont réunis dans une base de données, Infogreffe, qui comporte en fait à peu près 500 000 bilans accessibles publiquement, qui n'ont pas demandé la confidentialité. Soit sur les seuls comptes de résultats, soit sur l'intégralité des bilans. Et il reste 1 million de bilans qui sont confidentiels.
Et il se trouve que sous certaines réserves juridiques, nous avons été habilités à accéder à ces comptes confidentiels. Et donc, j'ai une base, un big data en quelque sorte de bilan, de 1,5 million de bilans qui couvre l'intégralité des sociétés, pas des entreprises, parce que quand on parle d'entreprise, souvent on nous annonce 3 millions, 3,5 millions, 4 millions d'entreprises. En fait, ce sont les sociétés qui publient des comptes soit réels normaux, soit réels simplifiés. Voilà. Donc tout ça va m'emmener à une série de questions. Donc Nota PME, ça s'adresse à qui? Combien ça coûte? Combien coûte un rapport? Voilà, oui, alors il y a plein de questions. Je veux pas trop orienter les choses de manière commerciale, mais ça va de 1 euro, non, pardon, de 10 euros, je n'exagérons pas. La note sur Infogreffe, on peut y accéder pour le prix de 10 euros. D'autres rapports sont accessibles à 20, 40, 80 euros à peu près. Les outils qui permettent de générer les rapports, de les ajuster, etc. On a ce qu'on appelle un web service Nota PME qui permet on crée ce qu'on appelle le web dossier Nota PME qui permet de charger les comptes et de travailler dessus, de les diagnostiquer et d'y apporter des correctifs pour donc prendre en compte les orientations, les améliorations, etc. et aussi revaloriser les éléments d'actifs un petit peu dans la perspective des IFRS pour ceux d'entre vous qui connaissent. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui alors? Alors ça s'adresse à qui? Alors, de manière ultime, c'est le chef d'entreprise. Parce que le but, c'est de faire en sorte que son business fonctionne le mieux possible, donc s'améliore, se développe. Donc il fait comment? Il faut qu'il prenne un abonnement chez Nota PME? Alors c'est dossier par dossier. Et alors là, pour le coup, si c'est pour le chef d'entreprise et la possibilité de travailler intégralement sur son dossier, c'est un prix qui est fonction de la taille de l'entreprise, de son chiffre d'affaires, et ça commence à 290 euros hors taxe pour l'année pour moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça progresse progressivement pour aller jusqu'au-delà de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui commence déjà à être une entreprise un petit peu significative en poids. C'est 1 940 euros hors taxe. Mais en fait, rares sont les chefs d'entreprise, sauf exception, qui ont la capacité de s'en servir seuls. Ils peuvent bien sûr générer des rapports diagnostiques, mais y intégrer les correctifs, les stratégies, etc., suppose un accompagnement. Alors typiquement l'expert comptable ou le conseiller de chambre de commerce ou des conseillers. D'ailleurs, je crois que parmi les participants, nous avons un certain nombre de représentants de ces trois catégories. Je vois Jean, je vois d'autres. D'accord. Alors, des questions qui se recoupent. Il y a Vincent qui dit que c'est un bel outil pour étudier les concurrents et éventuellement le rachat d'entreprise. Absolument. Et justement, Benoît dit, pouvez-vous, Patrick, inciter tous les acteurs de la reprise d'entreprise à utiliser vos outils pour éviter les surprises? Alors absolument, et d'ailleurs, bon, je l'ai pas évoqué, je suis membre de la CCEF, la compagnie des conseils experts financiers, et ainsi que de la CNCEF, l'autre association, et plus particulièrement actif sur les commissions évaluation, transmission, etc. Et c'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'ai d'autres webinaires à animer sur ces sujets, mais globalement. L'intérêt, c'est quand même pour le chef d'entreprise lui-même de piloter sa valeur en quelque sorte pour éviter effectivement de mettre sur le marché une entreprise qui se plantera parfois même avant le closing. Ouais. Tiens, j'aime bien cette question d'Eric là qui dit en fin de compte une fois qu'on a analysé le dossier du chef d'entreprise, est-ce que ton outil permet de faire une comparaison avec d'autres sociétés
qui sont dans le même secteur? Complètement. Et bon, on a une autre offre que j'appelle Safari, la chasse experte aux cibles hyper qualifiées. En fait, c'est l'exploitation de l'observatoire que je viens de vous montrer très, très rapidement, qui permet effectivement de définir une cible, une catégorie de cibles en quelque sorte, géosectorielle, mais des entreprises plutôt en bonne forme ou avec des problématiques de financement du BFR ou etc. Et d'analyser les divers membres de la population que l'on aura sortis et de les considérer comme étant des cibles, et ces cibles pouvant être des concurrents ou des cibles de croissance externe ou des cibles d'entreprises capables de racheter un client d'une boîte en sell side en fait de Fusac. Et donc j'invite les participants qui s'intéressent à cela à retenir un créneau sur mon calendrier de sorte que je pourrais leur montrer plus en détail la manière dont ça fonctionne. Et ça, c'est une prestation au temps. D'accord. Bon, ben merci beaucoup, mon cher Patrick. Qu'en est-il des indicateurs humains, turnover, climat social? Y a-t-il des comparatifs par secteur? Alors, on n'est pas dans la problématique de la notation et le diagnostic extra-financier, en tout cas pas directement. Mais comme je l'ai exposé au début, on est dans une logique participative. Et les performances de l'entreprise ou les contre-performances de l'entreprise sur les achats, sur les relances clients, sur la gestion des stocks, etc., derrière, il y a des hommes et des femmes, bien sûr. Et en fait, c'est l'accompagnement de l'entreprise sur le constat des faiblesses et des problèmes que rencontre l'entreprise qui va amener à se poser la question des compétences internes, les faire évoluer, et des compétences éventuellement externes, soit en recrutement, soit en accompagnement avec, si par exemple j'ai un problème de gestion de stock, c'est peut-être un problème de logistique, et là donc il va falloir que j'aille acheter de la compétence pour résoudre mon problème. Mais le retour sur investissement arrive très très rapidement, à condition de s'y coller, comme je disais tout à l'heure. Très bonne question aussi d'Isabelle. Si on part de zéro, création d'une nouvelle entreprise, avez-vous une offre qui puisse permettre le pilotage? Alors, c'est une très bonne question, puisque je l'évoquais, là, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs quand j'ai lancé à l'ESCP ces formations. Donc, c'était une époque où d'ailleurs on ne parlait pas de création d'entreprise, c'était l'époque où il fallait 6 mois pour inscrire une entreprise qu'on était en train de créer. La notion de guichet unique, enfin, je pense que William, ça te rappelle des choses, naturellement. Et pratiquement, c'était le désert total méthodologiquement. Voilà. Alors donc j'ai construit Préface et ensuite Nota PME sur la base de ces expériences. Et très tôt, j'ai compris comment passer du narratif de l'entrepreneur qui raconte son projet, en quelque sorte, à immédiatement la représentation graphique. Pour moi, c'est systématique, j'ai même pas besoin de mes outils pour ça, à la représentation graphique des enjeux, et donc repérage par anticipation des priorités à la hiérarchisation des actions sur lesquelles travailler. Et notamment, la problématique de la création d'entreprise, c'est la montée en charge en puissance commerciale. Tant qu'on n'a pas atteint le break-even, le seuil de rentabilité, on est en phase de perte. Et ces pertes, là je pourrais vous montrer que c'est Isabelle, c'est ça qui a posé la question? Oui, Isabelle, oui. Voilà, que Isabelle m'appelle et je lui montrerai des graphiques, je suis très très graphique, qui montrent ce que coûte un décollage trop lent avec trop de frais fixes.
Voilà. Et c'est ça le cœur de la réussite d'une création d'entreprise ou de l'échec. D'où la proportion importante d'échecs, naturellement, 50% au bout de 5 ans, c'est bien connu, etc. Mais même si tout ça est à nuancer, naturellement, hein, je reprends des chiffres ronds. Bon, ben merci beaucoup, Patrick. On en a pris plein les yeux hein, avec tous ces graphiques. Bon, j'espère qu'ils sont inspirants en fait. Hein, Oui, hein, et comme tu le dis, hein, un graphique vaut 1000 chiffres. Hein. 1000 chiffres, voilà. Et ça tombe bien parce que 1000 chiffres, c'est à peu près le nombre de cases dans un bilan d'une année. Hein, quand on les compte, voilà. Et quand on a 10 ans, c'est 10 000 chiffres, mais on les a quand même tous sous les yeux. Très bien. Merci William, merci à toutes et à tous ceux qui est encore là. Oui, il y a encore du monde. Et j'en profite pour vous présenter le webinaire de la semaine prochaine. Hein. Donc, ça sera beaucoup moins technique. Ça sera du coaching la semaine prochaine. Comment créer une entreprise durable et prospère dès le départ. Oui, tu vois, Patrick, je suis resté dans la symbolique de la montagne. Tu vois, il faut grimper. Hein, voilà. Donc, on verra ça avec Natalia, donc la semaine prochaine. Vendredi 2 février. Ah, et déjà le mois de février 2024 qui arrive. Voilà. Et puis donc à la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers le site Second Souffle où vous verrez ce magnifique visuel. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et puis les prochains webinaires, qu'est-ce qu'on a? On aura après dans 2 semaines, on vous apprendra à gérer votre temps. Après, il y aura nos amis de chez Google qui vont revenir et voilà. Enfin, un planning de webinaire qui est déjà plein jusqu'à quasiment l'été. Et puis donc je vous envoie un petit mail là d'ici 16h, 16h je pense, un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Voilà. Merci encore une fois Patrick. Merci William pour ton accueil et merci à toutes et à tous pour votre patience. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.